Ah, vous êtes là! Bienvenue dans ce nouvel épisode hors série d'Enfants du cinéma. N'hésitez pas à prendre un chocolat chaud ou une tisane au parfum hivernal pour vous accompagner durant l'écoute de ce podcast qui sera centré sur l'une des adaptations cinématographiques d'un des contes de Noël les plus connus. J'ai nommé... Pour la petite histoire, A Christmas Carol ou Un chant de Noël en français est à la base un conte écrit par le mondialement connu Charles Dickens. Charles Dickens, britannique né le 7 février 1812 à Landport, près de Portsmouth, dans le Hampshire, et mort le 9 juin 1870, à 58 ans donc, à Gad's Hill Place, à Egham, dans le Kent. Je ne vous cache pas que j'ai eu besoin de plusieurs enregistrements pour arriver à dire tous ces noms de lieux, et ce à cause de mon accent anglais, disons, aléatoire. Pour en revenir au conte le plus célèbre de Charles Dickens, ce fut également, si j'en crois mes sources, le tout premier qu'il ait écrit. Attention, petite nuance, je parle bien de conte et non de roman. Charles Dickens, au cours de sa courte vie, a écrit bien des choses, comme des recueils divers, des esquisses, des nouvelles indépendantes, de la critique, de la poésie, du théâtre, des correspondances, bref, bien des choses. Notamment autour de la période de l'univers de Noël. Un chant de Noël fut paru en 1843. Et ce fut, il me semble, 169 ans plus tard, à savoir en 2012, à l'âge de mes 10 ans, que notre grand-mère Soisic, à ma sœur et moi, nous a lu ce fameux conte, qui, comme vous venez de l'entendre, traverse des générations, et ce par un côté universel. Ce ne fut donc pas étonnant de voir qu'au fur et à mesure que le temps avançait, de multiples adaptations de l'écrit de Dickens virent le jour. Tout d'abord, de façon scénique, comme l'époque l'obligeait, puis, tout naturellement, avec les avancées technologiques permettant de nouvelles manières de conter les histoires au cinéma ainsi qu'à la télévision. Si j'en crois toujours mes sources, il y a eu 21 adaptations en film d'un chant de Noël de Charles Dickens. Et cela est sans compter les adaptations en série. Et oui, d'ailleurs, je me permets de vous en conseiller une qui m'a particulièrement marqué, A Christmas Carol, créé par Steven Knight qui est également le créateur de Peaky Blinders. J'ai particulièrement apprécié cette série lors de mon visionnage avec mon ami Alex, car je trouvais qu'en termes d'adaptation, elle se démarquait beaucoup des autres, notamment de par sa profonde noirceur, mais également grâce aux enrichissements thématiques propres à l'auteur, sacrément salvateur. Pour ce qui est du cinéma, j'en ai retenu 5 m'ayant marqué. Tout d'abord, celle de 1951, intitulée Scrooge, réalisée par Brian Desmond Hurst, adaptation assez classique, mais toujours efficace dans ce qu'elle entreprend. Ensuite, celle de 1983, proposée par la firme aux grandes oreilles et intitulée Le Noël de Mickey. Adaptation véritablement pleine de guimauve. On continue avec celle de 1992, orchestrée par Brian Henson, j'ai nommé Noël chez les Muppets. Véritable pépite du pouvoir de la fabrication du rêve par le merveilleux travail des mains humaines. On avance avec celle de 1997, intitulée A Christmas Carol, réalisée par Stan Phillips, dont j'ai assez peu de souvenirs, si ce n'est que, durant mon enfance, lorsque j'allais chez mes grands-parents maternels, je la regardais assez souvent. Et on finit avec celle de 2009, qui va être le grand sujet cinématographique du jour, intitulée Le drôle de Noël de Scrooge, et réalisée par nul autre que... Robert Zemeckis, réalisateur, producteur et scénariste américain, véritablement passionné par la volonté d'utiliser les avancées technologiques que peut offrir le 7e art pour conter ses histoires. Histoires souvent conduites par des personnages aux allures simples, mais qui en vérité portent en eux de grandes fresques aussi émouvantes qu'épiques. De grandes fresques sur notre réalité historique, comme en témoigne Forrest Gump, pour citer le plus connu, ou sur des ailleurs, faisant fantasmer beaucoup d'entre nous.
comme en témoigne Contact. Un remarquable film de science-fiction sur le deuil mais également l'espoir, dont Qingtao et moi-même avons pu déjà vous parler il y a de ça quelque temps dans Enfants du cinéma. Pour ma part, dans sa globalité, je dois vous avouer que je suis assez fan du cinéma de Robert Zemeckis, même s'il y a eu ça et là quelques errances qui ne m'ont malheureusement pas emporté. Je pense notamment à Sacrée Sorcière ou encore son adaptation de Pinocchio. Mais s'il y a bien une proposition cinématographique qui restera gravée en moi éternellement, sans que ça soit ma préférée de l'auteur, c'est bel et bien Le Drôle de Noël de Scrooge. Mais alors, les Illustros, que nous raconte Un chant de Noël? Que nous raconte Le Drôle de Noël de Scrooge? Parmi tous les marchands de Londres, Ebenezer Scrooge est connu comme l'un des plus riches et des plus avares. Ce vieillard solitaire et insensible vit dans l'obsession de ses livres de contes. Ni la mort de son associé Marley, ni la pauvre condition de son employé Bob Cratchit n'ont jamais réussi à l'émouvoir. De tous les jours de l'année, celui que Scrooge déteste le plus est Noël. L'idée de répandre la joie et cadeaux va définitivement à l'encontre de tous ses principes. Pourtant, cette année, Scrooge va vivre un Noël qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Tout commence la veille de Noël. Lorsqu'en rentrant chez lui, Scrooge a d'étranges hallucinations. Le spectre de son ancien associé lui rend la plus effrayante des visites, et lui en annonce d'autres, aussi magiques que troublantes. Scrooge se voit d'abord confronté à l'esprit des Noëls passés, qui le replonge dans ses propres souvenirs, réveillant en lui des blessures oubliées et des regrets profondément enfouis. La grande particularité du Drôle de Noël de Scrooge de Robert Zemeckis, c'est qu'il s'agit ni plus ni moins d'un long métrage réalisé en motion capture. Et alors, pour ceux ou celles qui ne sauraient pas ce qu'est la motion capture, aussi appelée en français la capture de mouvement, eh bien je vais me rendre sur mon site préféré pour vous donner la définition du tout, à savoir Wikipédia. Ça faisait trop de podcasts, trop de vidéos que je n'avais pas utilisé Wikipédia. Je me sens déjà mieux. Donc, la capture de mouvement est une technique permettant d'enregistrer les positions et rotations d'objets ou de membres d'êtres vivants pour en contrôler une contrepartie virtuelle sur ordinateur, caméra, modèle 3D ou avatar. Une restitution visuelle de ces mouvements en temps réel est faite via le moteur de rendu 3D de l'application interfacée avec le matériel utilisé qui peut les stocker dans un fichier d'animation de type BVH pour être traité ultérieurement dans un logiciel 3D classique, Maya, 3ds Max, XSI, Cinema 4D, etc. ou bien via un plugin vers Motion Builder, logiciel spécialisé dans le traitement, l'édition, le filtrage ou l'exportation de ces animations. Pour vous donner un ordre d'idée, la motion capture a notamment été utilisée dans l'une des sagas les plus lucratives de tous les temps, j'ai nommé... Pour que vous compreniez mieux, je vous montre actuellement en image le fonctionnement du procédé. Et ce qui est passionnant avec la technologie de la motion capture, c'est qu'elle comporte deux écoles. On peut autant l'utiliser à des fins réalistes, comme avec la trilogie Avatar de James Cameron, qu'à des fins beaucoup plus fantasques, comme par exemple avec Les Aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne, réalisé par Steven Spielberg et produit par Peter Jackson, ou encore Le Pôle Express ainsi que La Légende de Beowulf, réalisé par... Ah mais c'est réalisé par Robert Zemeckis ces deux films-là aussi. En effet, parce que Robert Zemeckis est un habitué des trilogies repoussant les limites d'un domaine technologique. On l'a vu avec Retour vers le futur, mais on l'a également vu donc avec Le Pôle Express, La Légende de Beowulf et pour finir, Le Drôle de Noël de Scrooge. Et ce qu'il faut comprendre, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, c'est que là où James Cameron va utiliser très intelligemment cette technologie pour faire en sorte qu'on croit véritablement à son univers de manière tangible, Robert Zemeckis, lui, appartient à la deuxième école. Ce qui l'intéresse, c'est de propulser des imaginaires
totale et de nous emmener corps et âme à l'intérieur. Et pour l'imaginaire du drôle de Noël de Scrooge, Robert Zemeckis a choisi nul autre que Jim Carrey pour le porter. Et ce de manière multiple, puisque Jim Carrey va non seulement interpréter Ebenezer Scrooge, mais également l'esprit des Noëls passés, et l'esprit des Noëls présents, et l'esprit des Noëls à venir. Et pour cette attribution de rôles multiples, il en va de même pour plusieurs autres comédiens et comédiennes de ce long métrage, puisque Gary Oldman va non seulement jouer Bob Cratchit, mais également Tiny Tim, le fantôme de Marley et Marley jeune. S'ensuit également Robin Wright, grande habituée du cinéma de Robert Zemeckis, qui va interpréter le personnage de Belle, mais également le personnage de Fan. D'entrée de jeu, dans ce film, nous sommes vraiment dans une dimension fantasque de la motion capture, comme je vous l'ai dit. Ce film ayant débarqué dans nos salles obscures le 25 novembre 2009, et je me souviens encore très bien de mes grands-parents paternels souhaitant nous emmener, ma sœur et moi-même, au cinéma, découvrir ce joyeux conte de Noël. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'à la sortie, pendant un temps, nous en ressortions traumatisés. Ce film, qui dure 1h36 et qui, si vous voulez le découvrir, est toujours disponible sur la plateforme Disney+. Et bien entendu, ceci n'est pas une pub rémunérée, vous vous en doutez bien. Sur ce, les Illustros, c'est parti pour décortiquer de fond en comble cette œuvre de Robert Zemeckis m'ayant tant marqué. This holiday season, the ghosts of Christmas past, present and future. Le drôle de Noël de Scrooge est un long métrage m'ayant accompagné durant mon enfance, durant mon adolescence et m'accompagnant toujours durant mon âge adulte, car je me plais à souvent le redécouvrir durant la période des fêtes. Et j'insiste bien sur le terme redécouvrir. Tant à chacun de mes visionnages et de leur fin, le tout ne rendait jamais véritablement pareil dans mon esprit. Et c'est notamment pour cela, dans un premier temps, que j'ai une grande affection pour le métrage, tant, peu importe à quelle période de ta vie tu le regarderas, il y aura toujours en lui, selon moi, une mine d'or d'interprétations diverses et passionnantes. Durant mon parcours avec le long métrage, pendant un temps, il fut une source de terreur, et dans un deuxième, il fut uniquement une source d'émerveillement. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, je le vois assez différemment de ces deux précédentes interprétations, assez binaires, avouons-le. L'une des premières grandes forces de l'œuvre, c'est que je trouve qu'elle arrive à retrouver ce côté universel de l'écrit de Dickens, concernant les différentes émotions qui vont nous parcourir durant le visionnage. Cette fois-ci, bien entendu, non dû à un texte que l'on lit, mais aux multiples dispositifs cinématographiques qui vont être mis en place, puisque l'œuvre filmique va autant puiser de manière pertinente et ludique à chaque fois dans une terreur qui, selon sa mise en scène, impressionnera les plus jeunes tout en passionnant les plus adultes, qu'elle va réussir à surprendre et émerveiller les plus jeunes grâce à son récit et sa galerie de personnages fantasques, tout en fascinant les plus adultes dans le rendu technique du tout. En plus du fait que Scrooge était corrélé à la sortie d'Avatar et que les deux longs métrages ensemble, continuer de faire de la motion capture une véritable révolution cinématographique, en délivrant d'un coup net et précis deux propositions de ce rendu extrêmement différentes l'une de l'autre, permettant de montrer toutes les possibilités qu'offrait cette technique. Là est donc la première grande force du drôle de Noël de Scrooge, c'est que peu importe où ton regard se posera, où ton esprit se concentrera durant le visionnage de l'œuvre, il y aura toujours ce qui fait le cinéma. Une proposition artistique forte, possédant en même temps une volonté englobante vis-à-vis des différents spectateurs et spectatrices, mais également une volonté clivante dans sa proposition visuelle. Car plus j'y réfléchis, plus ce qui me passionne énormément dans le drôle de Noël de Scrooge, c'est l'aspect caricatural des nombreux personnages qui vont parcourir le récit, véritablement très marqué. Pour ce point précis, je vais exclusivement me concentrer sur le parcours du personnage central de l'œuvre, à savoir Ebenezer Scrooge. Véritable caricature, autant dans le fond que dans la forme, de l'homme vieillissant, impétueux, acerbe, égoïste, avare. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment cet aspect caricatural qui a pris possession de son être au fur et à mesure de sa vie et d'événements qui l'ont profondément marqué en négatif, va être, au fur et à mesure que les fantômes lui rendent visite,
déconstruit par des sortes de miroirs à la condition caricaturale dans laquelle s'est lui-même enfermé Ebenezer Scrooge pour mieux la cultiver, sans véritablement le vouloir. Car on va s'en rendre compte au fur et à mesure que le récit avance et dans ce que je vais vous expliquer, mais le fait d'être enfermé dans cette dimension caricaturale et de ne voir tous les êtres avec lesquels il est censé faire société que comme des caricatures également, eh bien en vérité, ça le rend plus malheureux qu'autre chose, ça lui fait plus peur qu'autre chose. Et ce qui va permettre au personnage d'Ebenezer Scrooge de s'en rendre compte et de se défaire de cette condition-là, c'est ce que les fantômes du Noël passé, du Noël présent et du Noël futur portent en eux, que ça soit dans leur fond comme dans leur forme, car, en vérité, ces fantômes sont également des caricatures puissance maximale, où Scrooge va être forcé de les côtoyer et donc de se rendre compte à quel point cette condition caricaturale est néfaste, que ça soit pour soi ou pour les autres. Dans un premier temps, pour ce qui est de l'effet miroir, qui se relie déjà également à un effet caricature, tout d'abord du personnage de Scrooge, de par son dispositif, eh bien, il s'exprime naturellement, de par le fait que, je vous le rappelle, les trois fantômes sont également interprétés par Jim Carrey, ce qui, dans un premier temps, inconsciemment ou non, va stresser le personnage d'Ebenezer Scrooge. Et pour ce qui est de l'effet caricature totale, plus particulièrement de l'époque que portent en eux les fantômes, ou esprits, comme vous préférez, personnellement je suis habitué à utiliser le terme fantôme, le premier fantôme, se concentrant exclusivement sur le passé, va bien évidemment, dans sa direction artistique, prendre la forme d'une bougie, faisant danser les ombres, possédant une voix doucereuse, flottante, avec son écho particulier. Le tout appelle intelligemment à quelque chose de mystérieux, de lointain, que soit nous avons peu connu, soit nous avons oublié, nous émerveillant autant que nous inquiétant. Pour ce qui est du deuxième fantôme, se concentrant exclusivement sur les Noëls présents, bien entendu que dans sa direction artistique, il va prendre les traits d'un géant, qui, de par sa nature d'actualité, prend de manière sensée tout le cadre, toute l'attention, englobe toutes les pensées joyeuses qui généralement se prêtent si bien aux fêtes de fin d'année, sans trop quoi en faire, ce qui explique son rire permanent, devenant de plus en plus agaçant, voire angoissant, ce qui amène bien la présence du troisième fantôme, celui se concentrant exclusivement sur le futur qui a plus tendance à angoisser les personnes âgées. Ce qui, dans la direction artistique, est explicité parfaitement en faisant de ce troisième fantôme un gigantesque squelette noir, obsédé par la volonté d'accélérer le temps et représentant la mort, mais également une ombre dont tu ne peux jamais te détacher, car elle n'est que l'extension, la matérialisation, en quelque sorte, de tes propres peurs. Nous allons donc avoir l'effet miroir, plus tout ce que je viens de vous décrire, qui va mêler à la caricaturisation totale des fantômes et de ce qu'ils portent en eux thématiquement, qui vont devenir de plus en plus pesants et angoissants de par leur condition de caricature ultime, ce qui va permettre à Ebenezer Scrooge de se rendre compte de l'image qu'il cultive et qu'il renvoie, et à quel point elle est néfaste. Mais la petite nuance très pertinente qui va encore plus expliciter le changement de personnalité d'Ebenezer Scrooge, c'est que ces fantômes vont également, très souvent, casser leur barrière caricaturale pour rappeler à Ebenezer Scrooge qui il était avant que ce mal prenne possession de lui, pour lui montrer que Bob Cratchit, au-delà de paraître perpétuellement joyeux à l'idée de l'approche des fêtes de Noël, porte en lui différents traumatismes, non liés à un imaginaire, mais bel et bien à une condition de vie réelle, entretenue par le personnage d'Ebenezer. Et enfin, pour lui montrer que les différents personnages ayant croisé sa route durant le récit, sous des airs sacrément polis vis-à-vis de sa personne, lui portent également une profonde rancœur qu'ils ont besoin d'extérioriser et qui, à son tour, devient gangrénante pour eux, mais également pour les autres. Des caricatures, qui cassent des caricatures, qui cassent des caricatures. Le fait que le métrage dépeigne si bien, que ça soit par le pouvoir du fond ainsi que le pouvoir de la forme, qui se marient continuellement parfaitement entre eux, que nous ne sommes que tous des caricatures ou des faux portraits qui ont besoin d'être brisés pour mieux avancer et faire société,
Je trouve ça sacrément intéressant, sachant que ce propos est sûrement déjà présent dans le livre, dont je l'avoue, j'ai assez peu de souvenirs. Et peu importe que l'on soit d'accord ou non avec ce propos, cinématographiquement parlant, il est bien mené en tout point. Du moins selon moi. Car la volonté de nous faire comprendre à nous spectateurs et spectatrices que ce récit nous concerne également, eh bien, est une fois de plus très bien transmise par le pouvoir de la mise en scène de Robert Zemeckis. Car, avec cette caméra perpétuellement flottante, passant très souvent dans des interstices où normalement il n'est pas possible de s'y rendre, en mêlant différentes périodes de la vie de Scrooge sans qu'il n'y ait aucune coupure, eh bien le tout du dispositif, comme me l'a très bien fait remarquer mon ami Alexandre, donne l'impression que nous sommes la caméra, que nous sommes en quelque sorte un quatrième fantôme explorant la vie d'un homme pour en comprendre les tenants et aboutissants, les bons comme les mauvais choix, et évoluer comme lui dans son parcours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que selon moi, il y a un aspect profondément ludique dans la forme de ce film, où tel élément va en amener un autre, sans qu'il nous semble y avoir de rapport entre eux dans un premier temps, mais où l'intelligence et la fluidité de la mise en scène de Robert Zemeckis va faire qu'on y trouvera du sens. En parlant de la fluidité propre à ce film, qui a beaucoup de sens, comme je viens de le souligner, bien entendu qu'elle est offerte par les capacités de la motion capture, ce qui fait de l'utilisation de ce dispositif une volonté cinématographique pour conter son histoire véritablement intelligente et prenante. En plus du fait que l'application de ce dispositif, de cette technologie, possède un travail, somme toute, d'orfèvre, il me semble, sur la 3D, ce qui permet de rajouter une dimension spectacle à l'œuvre sincèrement satisfaisante. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que moi-même, quand j'ai pu revoir Le Drôle de Noël de Scrooge au début de ma vie d'adulte, avec une culture cinématographique forcément différente de celle que j'ai pu avoir adolescent, j'ai pu avoir cette sensation, dans un premier temps, d'esbrouf technique sans véritable sens. Mais plus je me replonge dans ce film, plus je me rends compte que je me suis trompé. Selon moi, Le Drôle de Noël de Scrooge de Robert Zemeckis est une véritable pépite. Une véritable pépite comportant des défauts, bien entendu, mais sur lesquels je n'ai pas tellement envie de revenir. J'ai surtout l'intention de vous donner envie de découvrir ce long métrage si vous ne l'avez pas encore vu. Peut-être que vous n'accrocherez pas. Ça peut arriver. Mais une chose est sûre, c'est que vous ressortirez de votre visionnage en ayant eu une proposition de cinéma, forte en tout point. Et ça, je trouve ça beau. Beau comme toutes les partitions, réorchestrations du grand compositeur qu'est Alan Silvestri, grand habitué du cinéma de Robert Zemeckis également. J'aimerais également dire quelques mots sur la VF de ce film, qui est selon moi absolument extraordinaire en tout point. Il y a eu un travail de dingue. Encore une fois, on a l'immense chance d'avoir d'excellents doubleurs, d'excellentes doubleuses en France, alors n'hésitons jamais à les mettre à l'honneur dans nos projets. Humbug. Disney's A Christmas Carol. Et donc voilà, les Illustros, je pense avoir fini tout ce que j'avais à dire sur A Christmas Carol by Robert Zemeckis. Une dernière fois en anglais, pour vous faire plaisir. Un film hallucinant, au visuel halluciné, que, je l'espère, avec mon argumentaire, je vous ai donné envie de découvrir durant cette fameuse période de fêtes de fin d'année. Fêtes de fin d'année qui, je l'espère, se passeront pour le mieux pour vous tous et toutes. Si vous êtes intéressé par le cinéma de Robert Zemeckis, sachez que j'en ai parlé de multiples fois sur la chaîne. La première fois, c'était durant un épisode du petit podcast centré sur le Pôle Express, la deuxième fois durant un épisode d'Enfants du cinéma centré sur Contact, et la troisième fois durant un épisode du petit podcast centré sur Ear. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire que tous mes réseaux sont en description, n'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent, notamment sur El Famoso Letterboxd. King Tao et moi-même, d'Enfants du cinéma, vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année, et King Tao et moi-même, pour Enfants du cinéma, allons revenir, si tout se passe bien, en janvier. Sur ce,
les Illustros, je m'en vais côtoyer d'autres univers, probablement ceux créés par Robert Zemeckis ou d'autres de Noël. Qui sait? On verra bien, et peut-être que je vous en parlerai sur la chaîne. Allez, salut!